partager pour ma part mon écran. Merci Lorraine. Donc j'ai la lourde charge aujourd'hui de vous dire quelques mots d'introduction sur le programme Solidatech pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc Solidatech, pour vous rappeler notre mission, nous sommes là pour aider les associations loi 1901, tout secteur, toute activité confondue, à renforcer leur impact à travers une meilleure utilisation du numérique. On le verra en vous fournissant des outils et de l'accompagnement pour cela. On est porté par une coopérative d'intérêt collective qui est une entreprise d'insertion et entreprise adaptée, qui est spécialisée dans la collecte et le réemploi d'équipements bureautiques, matériel informatique, téléphonie. Et c'est aussi pour ça que vous retrouverez tout ce matériel-là sur notre catalogue, on y reviendra. Et le programme Solidatech est né de la rencontre entre une ONG américaine qui est un réseau international qui s'appelle TechSoup et les ateliers du bocage qui ont donné le programme Solidatech. On s'adresse à donc, toutes les associations loi 1901 de droit local, également tous les fonds de dotation et les fondations RUP, les bibliothèques publiques étant beaucoup plus anecdotiques pour la France. Quelques chiffres clés sur le programme. Depuis la naissance du programme en 2008, nous avons pu accompagner 32 000 organisations, distribuer 500 000 licences et outils, ce qui représente une économie pour le secteur associatif de 180 millions d'euros par rapport aux tarifs publics auxquels elles auraient eu accès pour ces outils-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit en introduction, nos deux modes d'action principaux sont outiller les associations et les accompagner dans leur transformation numérique. Pour cela, on a tout un catalogue en ligne qui se présente vraiment comme un catalogue de e-commerce où vous allez pouvoir retrouver des solutions de bureautique, de gestion, de comptabilité française ou internationale comme Sage, des outils collaboratifs de la même manière, soit des grandes marques qu'on connaît comme Office 365 ou G Suite, ou des alternatives françaises avec de l'hébergement de documents en France comme NetExplorer, mais également de la sécurité, de la conception graphique, de la collecte de fonds, etc. On essaie vraiment de couvrir le panel complet de tous les besoins que pourra avoir une association. Je vous en ai parlé en introduction, nous proposons également du matériel neuf à travers des partenariats avec Cisco ou Dell pour négocier des tarifs, mais également du matériel reconditionné, également à tarifs solidaires, qui sont reconditionnés dans nos ateliers avec des personnes en insertion ou sur poste adapté. Et enfin, le volet autour de l'accompagnement, on va dire qu'on a deux façons d'accompagner les associations, en mettant à disposition du savoir, des connaissances, des tutoriels via notre centre de ressources, où vous allez pouvoir trouver tout un nombre d'articles, de témoignages, de tutoriels, etc. Des études qu'on va publier avec des spécialistes comme Recherche et Solidarité qui ont l'habitude de faire des études sur le secteur associatif. Nous, on va se concentrer sur des connaissances autour du numérique. On développe des outils comme l'outil d'autodiagnostic pour que vous puissiez faire le point sur votre situation et trouver les solutions les plus adaptées. Mais également, on propose de l'accompagnement, on va dire, plus individualisé, plus personnalisé à travers un support téléphonique qui est disponible du lundi au jeudi, des webinaires comme celui d'aujourd'hui pour échanger, et enfin, du conseil et des formations vraiment sur mesure où là, vous nous contactez, on définit ensemble vraiment le périmètre d'accompagnement dont vous avez besoin et on vous propose d'une demi-journée à plusieurs jours d'accompagnement. Voilà en quelques mots pour Solidatech. Si jamais vous avez des questions sur le programme, on pourra y revenir dans la partie questions-réponses et je laisse la parole à Lorraine pour le sujet du jour. Super, merci beaucoup Claire pour cette présentation de Solidatech. Avant de démarrer, je répète juste l'essentiel, parce que j'ai vu que pas mal d'entre vous est arrivé entre-temps. Replay avec support de présentation à votre disposition dans le centre de ressources d'ici 2 jours à peu près, d'une part, et de bien passer s'il vous plaît par l'onglet Q et R pour poser vos questions qui attendent un retour de notre part en fin de webinaire. Par contre, vous pouvez tout à fait le faire en cours de route de la présentation, mais donnez-nous un petit peu de contexte parce que potentiellement, on la relayera un petit peu plus tard. Voilà. Cela étant dit, on va en effet attaquer le gros du sujet du jour, à savoir comment mettre en place votre newsletter associative. Tout un programme. Alors du coup, on verra essentiellement aujourd'hui ensemble des bonnes pratiques et des exemples d'outils. Mais avant ça, juste 2-3 données sur les newsletters associatives. Finalement, essentiellement un chiffre à retenir qui est assez parlant, c'est le fait de savoir qu'il y a un tiers des associations à peu près qui envoient des newsletters, qui envoyaient des newsletters en 2019 pour être très précise, et un tiers supplémentaire qui envisageait de le faire prochainement. Donc
Dessous, vous avez à votre disposition 2 graphiques, qui vous donnent un petit peu plus d'éléments à ce sujet, que je vous laisserai aussi aller creuser, de votre côté si ça vous intéresse. Ce qui peut être assez, révélateur, par exemple, c'est le fait de voir que la newsletter est certes déjà assez sollicitée, mais finalement l'est à peu près, 2 fois moins que, ne l'est, le site internet ou que ne le sont les réseaux sociaux en termes, d'outils de communication pour le milieu associatif. Ensuite, avant de démarrer, vraiment sur, quelles sont les bonnes pratiques, comment mettre en place sa newsletter et cetera, il semblait important de, bien se poser les bonnes questions en amont et de se demander pourquoi est-ce que vous auriez potentiellement besoin d'envoyer une newsletter? Hem, alors il peut y avoir plein d'objectifs. Une newsletter, ça peut répondre à plusieurs de ces objectifs qu'on vous a listés ici, bien entendu à d'autres également. On peut imaginer que vous avez besoin que vous publiez régulièrement du contenu et que vous avez besoin de le relayer et de créer du trafic vers votre site internet. Ça peut être également pour lancer une campagne de dons, pour mettre en avant, vos produits, pour ceux d'entre vous qui avaient aussi, une activité de vente, par ailleurs. Ça peut être pour convier à un événement, qu'il soit en présentiel ou à distance d'ailleurs, pour mobiliser vos bénévoles sur certaines missions précises, pour partager les actualités de votre association et cetera. Et ces divers objectifs-là, ils peuvent nécessiter de s'adresser à différentes personnes selon les cas. Donc ça peut être aussi bien, une fois de plus, liste non exhaustive, vos adhérents, que vos bénéficiaires, vos clients, salariés, bénévoles, donateurs, financeurs, partenaires et cetera. Et en fait, l'idée, c'est voilà, de prendre un petit peu ces listes-là et de se dire: «Est-ce que, moi je suis concernée? Est-ce que mon association a bel et bien besoin de répondre à ce type d'objectif, où la newsletter peut être un bon outil pour y répondre parce que, bah, comme tout projet évidemment ça demande quand même un minimum de temps d'investissement, à minimum humain, et souvent aussi, financier. Donc autant, ne pas le faire pour le faire. C'est pas dans certains cas, il y a aucune nécessité d'avoir une newsletter, mais bien prendre le temps de se poser les bonnes questions. Et si la réponse est oui, de votre côté, vous avez bel et bien besoin, idéalement d'en mettre une en place, eh bien, autant essayer de bien le faire et du coup, on va voir ensemble quelques bonnes pratiques à ce sujet-là. Alors finalement, avant même de foncer, tête baissée sur, le sujet, de l'outil de mailing, de qu'est-ce que je raconte, comment et cetera, encore faut-il en amont, travailler un minimum, sa base de données pour qu'elle soit, bien, propre et exploitable. Donc une base de données, hein, ça peut faire peur, dit comme ça, mais je vous rappelle que potentiellement, c'est tout simplement, la liste, de vos contacts, à minima, en général, nom, prénom, email, que vous souhaiteriez, solliciter et qui se sont rapprochés de votre association, d'une manière ou d'une autre. Donc ce qu'il est important, de faire concernant cette base de données, c'est, d'avoir le bon réflexe de, de désigner quelqu'un qui soit en charge de ce sujet-là, y compris donc voilà, en charge de mettre à jour la base de données, de l'alimenter, mais également de sauvegarder les données, régulièrement et ensuite de se dire: «Quelles informations j'ai besoin de stocker?» Parce qu'il peut y avoir, on peut tomber dans 2 écueils, opposés, parfois, soit vouloir récupérer à tout prix, plein d'informations puis dont finalement on fait jamais rien et qui sont juste, très, lourdes et pénibles à stocker, à organiser et puis en plus, qui sont pas forcément, si on n'en fait rien, très compatibles avec le RGPD, on verra ça plus tard. Et puis il peut y avoir l'écueil aussi inverse de n'avoir que l'email, sans rien d'autre et du coup on n'est jamais capable, même à terme, de cibler ses envois, par exemple, de mailing. Donc là, c'est vraiment propre à vous, votre activité, de voir, quelles sont les informations que vous pouvez récupérer, que d'une part et quelles sont les informations que c'est la peine de récupérer. On peut aussi imaginer tout à fait, des champs qu'il y ait des champs obligatoires, par exemple dans votre formulaire d'inscription et d'autres facultatifs. En tout cas, dès que vous avez, voilà, quelques autres informations autres que celles de l'adresse email, pensez bien, c'est tout bête, mais c'est fort pratique par la suite, à uniformiser le format, en fait, de vos données. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez, par exemple, un besoin de localiser géographiquement vos associations, si vous laissez un champ complètement libre, qui s'intitule de manière extrêmement vague, «lieu géographique» et où les gens peuvent rentrer ce qu'ils veulent,
Dans certains cas, vous allez avoir le code postal, 60 030. Dans certains cas, vous allez avoir en toutes lettres, le département, la région, donc vous allez avoir Oise, Hauts-de-France, et cetera, et finalement, vous allez jamais pouvoir utiliser cette donnée-là puisqu'elle sera, elle aura pas un format, uniforme. Donc pensez bien à tout mettre sur le même, format, par exemple code postal, pour, le sujet de la géographie. Et puis évitez aussi si possible d'utiliser des tableurs, je dis bien, voilà, si possible, et tournez-vous plutôt vers une solution qui soit dédiée à la gestion de bases de données, comme c'est le cas, par exemple, de solutions gratuites. Je vous ai une fois de plus, le support sera à votre disposition, donc vous pourrez facilement aussi cliquer sur les liens. Vous avez par exemple Airtable ou HubSpot CRM qui sont des solutions gratuites, pour gérer votre base de données, et puis, pour les bénéficiaires Solidatech, on a également une réduction sur, Assoconex qui est un bon outil, de CRM également. Une fois que vous avez votre base de données toute belle, toute propre, toute exploitable, il va falloir, vous attaquer, au sujet, du mailing, et là, il y a quelques bons réflexes aussi à avoir en matière de rédaction à proprement parler et de mise en forme. Notamment quel que soit l'outil que vous utiliserez, et une fois de plus, hein, ça sera dans un second temps qu'on abordera ça ensemble. C'est vraiment une bonne pratique de, mettre en place une trame, hem, qui soit assez simple, hein. Ça a pas besoin Vous n'avez pas besoin d'être un grand graphiste pour, mettre ça en place, mais au moins, voilà, faire une trame de mailing qui soit à vos couleurs, avec le logo de votre association, et cetera. Pourquoi pas, je sais pas, une petite photo systématiquement, un petit bandeau, enfin après libre à vous, selon si vous êtes plus ou moins à l'aise aussi, en création graphique, mais au moins que vous n'ayez pas, en fait, le principe de la trame, c'est que vous n'ayez pas à refaire ce travail-là systématiquement, et que vous, puissiez, repartir et gagner du temps, à vous concentrer uniquement sur la rédaction, pour les newsletters. Hem En termes de rédaction, c'est valable, pour pas mal de choses, même la rédaction web en règle générale, mais particulièrement pour les mailings, de voilà, de pas chercher à faire trop complexe. Faites des phrases courtes, claires et concises. Relisez-vous. S'il y a besoin de reprendre votre respiration au milieu de la phrase, c'est qu'il faut la couper en 2. Voilà, n'hésitez pas à faire, simple et efficace, et n'ayez pas peur que ce soit trop, basique, ça ne sera pas le cas. Ça sera le message sera d'autant mieux, reçu et compris. Je vous conseille également de terminer chaque sujet, par ce qu'on appelle un call to action, donc une incitation à agir, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, ça correspond aux boutons, que vous avez en général sur vos newsletters, qui disent, «Je consulte l'article, je fais un don, je m'inscris au webinaire», et cetera. Mais, il faut qu'il y ait une action possible, en fait, pour le lecteur. Il ne s'agit pas, de simplement donner l'information et merci, au revoir, mais que toujours il y ait, potentiellement une action, qui soit, qui soit possible derrière. Et si vraiment vous ne voyez pas quel, call to action vous pourriez mettre, dans le cadre de votre newsletter, c'est qu'elle n'a pas besoin de partir, puisque c'est que du coup, vous n'aviez pas un des objectifs justement qu'on a vu précédemment ensemble, c'est que cette newsletter, elle répond à aucun d'entre eux, et que, bah, c'est peut-être mieux vaut attendre, 1 mois de plus ou un semestre de plus selon pour contacter vos adhérents, bénévoles, et cetera. Parce que sinon il y a forcément a priori, au moins un, call to action. Je vous invite également à prendre, bien soin de l'objet de votre newsletter. Donc ce qu'on appelle l'objet, vous savez, c'est pas forcément le titre que vous allez vraiment mettre dans le contenu de votre newsletter. Ça peut être, enfin, c'est plutôt ce qui apparaît dans la boîte mail, des personnes à qui, vous écrivez. Donc ça va être, heu, important de faire de faire, concis, et de faire, un titre qui soit aussi représentatif que possible du contenu du mailing, avec, quand c'est possible, un angle personnalisé. C'est-à-dire que si je sais pas, si vous écrivez uniquement, à telle région, ou bien à vos bénévoles uniquement, bah, c'est super si vous arrivez à faire passer ce message-là dès le titre, enfin dès l'objet, comme ça rend les choses, claires,
et la personne a d'autant plus de chances de se sentir concernée. Après sur la forme, en toute transparence, là, je vous ai mis les conseils, qu'un des outils de mailing, donne, à savoir Mailchimp sur, voilà, de manière très concrète et précise, de faire un objet idéalement de maximum 9 mots, 60 caractères, avec tout au plus, mais rien d'obligé, un émoticône et 3 signes de ponctuation. Une fois de plus, bien sûr, c'est à titre indicatif, mais ça donne quand même une bonne idée sur le fait que les 4 émoticônes au début et la phrase complète, c'était peut-être un petit peu trop. Et puis ne négligez pas non plus l'aperçu, qui dans certains outils peuvent aussi s'appeler preview. Où là, c'est, pareil dans votre outil dans votre, boîte, dans votre messagerie, c'est, ce que vous avez, au-delà de sous l'objet, c'est ce que vous apercevez, du contenu et c'est beaucoup mieux de le travailler et de donner un aperçu plus précis de ce dont vous allez parler dans votre email, plutôt que de laisser, parfois ce qu'on voit, cliquez ici ou ce genre de choses. Et puis enfin, soyez, clairement identifiable en tant qu'expéditeur. C'est-à-dire veillez bien à ce que, il y ait marqué, l'équipe, avec le nom de votre association ou le nom de votre association, mais quelque chose qui soit clairement identifiable et qui parle à votre cible. En termes de rédaction, prêtez attention aussi à quelques, bonnes pratiques pour ne pas finir en courrier indésirable, aussi bien sur l'objet justement dont on parlait à l'instant, sur le fait de ne pas mettre, tout en majuscules ou avec plein de caractères spéciaux, avec, des mots aussi, clés qu'on verra dans un instant qui, basculent d'autant plus facilement, dans le courrier indésirable. Ne mettez pas de pièces jointes, mais ça normalement les outils, que vous utiliserez, ne vous inciteront pas à le faire. Utilisez les images, pas de souci, mais à bon escient et puis, en taille enfin pas des images trop, trop lourdes, de trop grande qualité qui rendraient votre message très, très lourd. Hem, il faut systématiquement qu'il y ait le lien de désinscription dans votre mail. On y reviendra pour la notion de RGPD aussi. Et puis il faut que vous ayez reçu en amont le consentement de vos destinataires. Surtout pas, comme vous pouvez sûrement l'imaginer, utiliser de listes, achetées ou louées et éviter aussi tout simplement la sursollicitation de votre base. Un aperçu, des ce qu'on appelle les spam words, donc des mots à éviter pour pas finir en courrier indésirable. Bien évidemment, vous reconsulterez la liste, qui est là à titre indicatif, de votre côté. Mais comme vous le voyez du premier coup d'œil, c'est en fait, ça va concerner tous les mots qui ont un rapport avec, la promotion, la publicité, une incitation à une action, rapide, les sujets de santé, de paiement et de tout ce qui est lié aux plus de 18 ans, donc en gros, sexe et jeux d'argent. Et puis, dernière, catégorie des bonnes pratiques, qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est en ce qui concerne le RGPD. Alors je suis loin, pour être honnête, d'être une spécialiste sur le sujet et surtout, en fait, comme je vous ai mis la ressource en bas, on a fait, par le passé tout un webinaire dédié à précisément ce sujet-là, savoir les impacts du RGPD par rapport aux pratiques d'emailing. Donc autant vous dire que si c'est un sujet qui vous préoccupe, surtout n'hésitez pas à aller consulter, ce webinaire-là à part entière, la rediffusion de ce webinaire. Mais sinon, ce qui est quand même à retenir, et dont on peut déjà parler aujourd'hui dans les grandes lignes, c'est le fait que c'est très important d'obtenir le consentement de vos contacts avant tout envoi de newsletter, en faisant, usage de cases non précochées et en mentionnant dès le moment de l'inscription, la possibilité pour le futur abonné de se désinscrire à tout moment. Ensuite, en cas de contrôle, il faut être en mesure de prouver qu'on a reçu justement le consentement des personnes que l'on contacte, que l'on a dans sa base de données. Donc là, il faut conserver les preuves du consentement en question. Alors, preuve de consentement en question, une fois de plus, tout dépend la manière, ça peut même être papier, hein, tout dépend la manière dont vous avez récupéré les données, mais ça va être le formulaire d'inscription, que ce soit en dématérialisé ou en papier, dans certains cas. Ça va être, par email si, c'est, Sylvie qui vous a demandé par email de la rajouter à sa base de contact et cetera et cetera. Il faut également permettre, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, au contact en question de se désabonner facilement.
Et donc se désabonner facilement, pareil, en fait, en utilisant les outils qui sont vraiment dédiés à l'envoi de mailing, ça se fera, quasiment, automatiquement. Enfin, ça fait partie des choses, qui vous sont proposées en général, par les outils. Donc il faut bien laisser en général, c'est au bas de votre mailing en petit, la possibilité de se désinscrire et ça fait que les gens, en cliquant sur ce lien, qui est lié du coup à leur adresse, se désinscrivent instantanément de votre audience et de votre liste de contacts et ne recevront plus rien. Heu, idéalement, mais tout dépend de l'outil à votre disposition pour le coup, ça peut être une bonne, soit dit en passant, ça peut être une bonne pratique de demander la raison, du désabonnement en question, puisque, ça peut permettre aussi de rectifier sa stratégie de communication. Si c'était pas le cas pendant un an et puis que là, tout d'un coup, vous avez, 3 fois plus de personnes qui se désinscrivent en signalant que le contenu ne les intéresse pas, c'est peut-être qu'il faut, se repencher un petit peu plus sur la question et voir quelle pratique, faire évoluer. Et puis enfin, il faut, appliquer une politique transparente, donc c'est-à-dire, pareil, c'est dans les champs de l'outil de mailing en général, indiquer à vos contacts tout simplement pourquoi est-ce qu'ils reçoivent ces éléments de communication. Alors après, pas besoin de faire une dissertation sur le sujet, hein. En général, une simple ligne, suffit pour dire que vous recevez, cette communication, car vous faites partie de nos bénéficiaires, car vous vous êtes inscrits, car voilà. C'est pas forcément du tout besoin d'être complexe, mais d'où vous avez ce contact ou le pourquoi ils reçoivent ces communications-là. Voilà pour la première partie sur les bonnes pratiques, heu et on va pouvoir basculer sur le deuxième grand sujet, à savoir les différents outils qui sont à votre disposition. On va voir ensemble d'abord quelques outils d'emailing qui sont en fait gratuits pour, tous. C'est-à-dire, en l'occurrence que vous soyez, une association ou pas, finalement ça ne change rien. Il y a plusieurs, outils qui proposent des offres, comme on dit souvent en freemium pour ceux à qui ça parle. Donc avec, voilà, des outils qui peuvent être payants, mais qui ont une offre limitée en gratuit pour permettre aussi un petit peu de tester, les fonctionnalités et cetera. Ici, je vous ai référencé 4 solutions de mailing qui ont justement une offre gratuite pour tous, à savoir Mailchimp, Sendinblue, Mailjet et SendBlaster. Hem, je ne vais pas détailler chacune d'ici, ici clairement on n'a pas le temps et puis en plus, je ne connais pas, tous ces outils, dans le moindre détail de leurs fonctionnalités. Mais par contre, d'un premier coup d'œil, là, ça vous donne une bonne idée. C'est tous des outils, fiables et qui font très bien le travail. Comme vous pouvez le voir, la plupart d'entre eux sont disponibles en français, sauf Mailchimp. En même temps, l'avantage de Mailchimp, à l'inverse, c'est d'avoir celui qui a l'offre gratuite la plus, fournie, qui peut envoyer le plus de mailing, aussi bien, par mois, que par jour. Mais avec une seule audience, enfin voilà. Donc vous avez des petites subtilités. Là, tout va vraiment dépendre en allant creuser de votre côté un petit peu, quelles sont, les fonctionnalités qui vous parlent le plus, l'ergonomie aussi, et puis, selon la taille de votre base de données que du coup en amont vous aurez mis au clair, vous verrez aussi, ce qui peut être utile, pour vous. Soit dit en passant, Sandblaster, c'est une, solution libre, et Mailchimp, c'est plutôt, parmi les gros acteurs du sujet, parmi les leaders. Ensuite, au-delà de ces offres-là qui sont disponibles pour tout le monde, vous, en tant qu'association, vous avez aussi accès à des offres spéciales sur, différentes solutions de mailing qui rendent, finalement, dans certains cas, l'outil, honnêtement vraiment abordable. Ici, on vous en a listé 3, à savoir GetResponse, Cleverreach et Mailchimp. Alors comme là, c'est un petit peu plus spécifique justement au secteur associatif, on peut voir ça de manière un petit peu plus détaillée ensemble. En fait, avec GetResponse, vous avez des réductions, de -30 à -50 sur tous les abonnements mensuels, dès le moins cher. Et on va dire que l'avantage principal de cette solution-là, c'est que c'est pas que
une solution d'envoi de mailing à proprement parler, mais c'est carrément en fait une plateforme de marketing complète. Donc ça peut vous permettre, si vous êtes, si vous devenez, un petit peu plus à l'aise, sur les pratiques de communication, de marketing et cetera au fur et à mesure avec votre association, de rester sur la même plateforme et puis de développer d'autres, bonnes pratiques de communication. Vous pouvez par exemple aussi automatiser certains messages. Vous pouvez carrément organiser même des webinaires, à partir de l'offre plus chez GetResponse. Et donc le logiciel est disponible en français et pour bénéficier de ces offres-là, pour le coup, il faut, passer par, être bénéficiaire Solidatech et passer, commande, auprès de nous du coupon d'accès. Hem, une autre offre qui est réservée aux bénéficiaires Solidatech, mais une fois de plus, hein, comme je le rappelle, toute association, loi 1901 peut être gratuitement, bénéficiaire chez Solidatech, donc c'est pas trop contraignant. Hem, vous avez Cleverreach. Alors là, c'est une offre assez différente pour le coup. C'est une offre packagée, on va dire, comme, on l'a vu précédemment avec un nombre, d'envois, limité, par mois et un nombre de destinataires limité. En l'occurrence, vous avez jusqu'à 4 000 envois gratuits à maximum 1 000 destinataires, pardon, par mois. Alors quand on dit gratuit, c'est juste qu'il y a quelques dizaines d'euros, à payer en frais administratifs, à Solidatech et ensuite votre abonnement en fait Cleverreach est vraiment, à durée illimitée donc c'est de la vraie, gratuité, si je puis dire. L'avantage de cette offre-là, essentiellement, c'est que ça constitue un très bon rapport qualité-prix, vu que c'est quasiment gratuit, entre le coût, du coup, que ça a pour votre association et le nombre d'envois simultanés que ça permet pour une solution en français. Même combat, que pour GetResponse, c'est en passant, donc directement contact auprès de nous. Et puis une autre offre qui est aussi disponible pour le secteur associatif, et là, même pas besoin d'être, bénéficiaire chez Solidatech. C'est auprès de Mailchimp dont on parlait tout à l'heure, donc un des leaders du sujet, chez qui vous avez, 15 de réduction sur toutes les offres. Là, vous pouvez, on est toujours sur la même limite, hein, que tout à l'heure, à savoir que ce n'est pas un logiciel qui est disponible en français. Hem, Après quand bien évidemment, quand on dit outil pas disponible en français pour un outil de mailing, vous rédigez tout ce que vous voulez dans la langue que vous voulez. Donc vous, bien évidemment, vos emails seront envoyés en français. En revanche, ça veut dire que voilà, pour accéder aux diverses fonctionnalités dans le menu vraiment de votre outil, là, il faut soit avoir quelques petites notions d'anglais, soit simplement, apprendre, voilà, apprendre à se repérer, à force de connaître quelques mots-clés. Dans tous les cas, pour avoir cette, réduction en question, vous pouvez commencer par ouvrir un compte gratuit chez eux. Donc comme vous le feriez, pour l'offre qu'on a vue précédemment ensemble des 10 000 envois, par mois et 2 000 par jour et ensuite vous pouvez contacter leur service de facturation avec, nom d'utilisateur et site web de votre association. Ils le reprécisent bien aussi sur leur site, et ils appliqueront, la réduction en question. Comme je disais tout à l'heure, l'avantage principal, hein, de Mailchimp, c'est que c'est un des leaders du marché. Donc, du coup aussi, non seulement ça veut dire que c'est quand même, très fiable et ça veut dire que vous trouverez facilement beaucoup de ressources, et d'aide pour prendre en main l'outil. Enfin, dans cette catégorie, d'outils, on peut terminer, sur, ceux qui sont, pertinents pour, mettre en place votre planning éditorial. Donc vous savez, le planning éditorial, ça va être là où, vous décidez que, bah, à telle date, vous allez envoyer une newsletter à telle cible sur tel sujet. Et puis après, vous avez besoin, idéalement sur le même outil, de faire la rédaction, en amont pour valider et cetera, avant de se donner la peine de tout mettre en forme. Je vous ai mis 4 outils qui ont une solution, enfin 4 outils qui ont une offre gratuite, qui me semblent pertinents pour pouvoir faire ce rôle de planning éditorial, collaboratif.
Vous avez tout d'abord, celui-là, j'ai pas trop de doute sur le fait que vous connaissiez, Google Sheets, dont l'avantage principal, c'est que, bah, tout simplement, c'est le plus connu et donc en fait, qui dit plus connu, dit que c'est le plus familier et c'est le plus rassurant aussi parce que, une fois de plus, tout va dépendre qui, au sein de votre association, se charge, du sujet des newsletters. Mais, potentiellement, puisque là, je sais bien qu'aujourd'hui je m'adresse pas à des spécialistes de la communication à qui sinon je considère bien sûr que je n'aurais rien à apprendre. Et bah, potentiellement, ça peut aussi être un petit peu intimidant de devoir non seulement, prendre, en main un sujet dont on ne se sent pas encore spécialiste et en plus de devoir s'habituer à des outils, qu'on ne connaît pas et voilà, on sait tous que autour de nous, il y a des personnes qui sont plus ou moins réfractaires à l'utilisation de nouveaux outils. C'est tout à fait normal, et donc l'avantage de Google Sheets, bah, c'est que, a priori, ça ne devrait pas, en effrayer, de trop puisqu'ils connaîtront déjà. Par contre, bah, c'est une feuille blanche, complète au départ. Ça veut dire qu'il y a tout à construire soi-même, donc bon, ça demande un petit peu plus d'efforts aussi, en amont. Dans tous les cas, l'offre est gratuite, enfin, ils ont une offre gratuite, de base que vous utilisez peut-être, mais j'en profite aussi pour rappeler que pour, plus de sécurité, vous pouvez en tant qu'association bénéficier, gratuitement de Google Workspace, donc anciennement G Suite, qui contient notamment Google Sheets, de manière, gratuite, pour l'association. En gros, c'est la version pro plus sécurisée, sans lecture, des données et cetera et le tout gratuitement donc vraiment enfin n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur le sujet. Honnêtement, ça serait dommage de s'en priver, si c'est cet outil-là que vous souhaitez utiliser. Ensuite, vous avez à votre disposition Airtable qui est on va dire, moi j'aime bien appeler ça un tableur intelligent. C'est très ça se prête très bien à un usage comme celui du planning éditorial. L'avantage aussi, c'est que vous avez pas mal de modèles à disposition sur Airtable, et y compris un modèle justement dont je vous ai mis le lien, de planning éditorial qui est assez complet. Donc là, il y a un minimum de travail à fournir, pour la mise en place du planning éditorial en question. Par contre, voilà, ça va être comme Mailchimp tout à l'heure, la limite principale de cet outil, c'est qu'il est uniquement disponible en anglais. C'est l'histoire que finalement de quelques mots-clés, dans votre menu, hein, puisqu'après vous bien évidemment, vous mettez tout en français, mais potentiellement ça peut aussi être un frein, pour certains, donc je préfère le souligner. Sachez qu'il y a Airtable, il y a une offre gratuite pour, tout le monde qui est déjà très complète. Honnêtement, commencez par celle-ci. Il y a de fortes chances qu'elle vous convienne. Et sinon, en tant qu'association, vous pouvez bénéficier de moins 50 de réduction. Vous avez également un autre bon outil, qu'on affectionne, chez Solidatech, qui s'appelle Trello, dont l'avantage, qui fonctionne avec un système, bah, un petit peu comme le laisse entendre d'ailleurs comme les choses sont bien faites, qui le laisse entendre leur logo, qui est en fait sous présentation de cartes. Vous savez, parfois on appelle ça Kanban aussi ou Kanban, je ne sais jamais comment on dit. Hem et donc ça, l'avantage de cet outil, c'est que vraiment ça la prise en main est très facile, c'est instinctif, la présentation est simple, c'est visuel et cetera. Donc ça devrait être, assez vite, adopté, potentiellement, au sein de votre association. Par contre, contrairement à Airtable, par exemple, on n'a pas la possibilité d'avoir une vue liste, donc une vue, qui se rapprocherait un petit peu de ce que vous auriez, par exemple, dans Google Sheets avec, une ligne et toutes les infos et tout dépend de la manière dont vous aimez fonctionner, mais potentiellement, ça peut en gêner certains. C'est comme Airtable, vous avez une offre gratuite qui est très complète, qui je serais étonnée que celle-ci ne vous suffise pas honnêtement, mais quand bien même, vous auriez, besoin de l'offre payante, sachez que vous avez, moins 75 de réduction pour votre asso. Et puis dernier outil, de planning éditorial, il s'appelle Asana. C'est une solution de travail, collaboratif, complète en fait enfin, qui est très complète et qui va au-delà, de ce genre d'usage. Par contre, bah, ça demande quand même ça va de pair en général, hein. C'est comme l'outil est très complet, proportionnellement et une fois de plus tout est relatif, hein, parce que ça reste instinctif, mais proportionnellement aux autres outils que je viens de vous présenter, ça demande un petit temps d'adaptation quand même, à minima pour optimiser son usage de l'outil, pour vraiment bien l'utiliser. Mais cela étant, il propose pas mal de ressources à disposition, pour le faire, donc ça reste très accessible.
Vous avez également une offre gratuite à disposition avec notamment jusqu'à 15 collaborateurs, qui peuvent travailler, sur le même espace, et sinon en tant qu'association, vous avez moins 50. Voilà pour les outils. On va rapidement voir ensemble les 3 indicateurs clés qui sont à suivre, une fois que, bah, voilà, vous avez commencé votre pratique, d'envoyer des newsletters. C'est super, déjà bravo et puis ensuite, il faut quand même, garder un œil sur, bah, concrètement, qu'est-ce que ça donne ces envois de newsletters? Est-ce que ça vous semble être de bons résultats? Et mine de rien, j'ai conscience que c'est pas toujours facile quand on n'y connaît rien de se dire: «Bon, bah, super, alors bon, bah, moi on m'a dit, faut que j'aille voir le taux d'ouverture, le taux de clic et le taux des abonnements». OK, je suis allée voir, bah, j'en sais rien en fait si c'est bien ou pas et ce qui est sûr, c'est que c'est toujours intéressant dans la durée de regarder parce que là, même sans rien y connaître, vous pourriez vous rendre compte quand même si: «Ah tiens, ça fait 2 fois qu'on présente les choses de telle manière et le taux d'ouverture, il a pris 6 points». Donc même vous, sans repère autre, vous pourriez vous rendre compte avec l'évolution de vos envois, si, il y a des choses qui ont l'air de plus ou moins bien fonctionner. Mais, c'est quand même intéressant d'avoir aussi quelques petits repères chiffrés. Donc là, vous avez, 2 données par indicateur, à savoir soit la moyenne française, mais tous secteurs confondus, donc pas du tout que associatif, hein, vraiment, y compris, automobile, service, enfin tout secteur. Et ensuite, vous avez la moyenne, du secteur à but non lucratif pour le coup, mais pas de moyenne française, désolée, ça n'était pas à disposition, donc moyenne internationale. C'est vraiment alors il faut vraiment prendre ça avec des pincettes, comme vous imaginez, c'est des moyennes, c'est une étude de GetResponse en l'occurrence. C'est des moyennes qui vont dans les faits beaucoup dépendre, de la taille de votre audience, de votre fréquence d'envoi, des sujets, de votre même enfin, secteur, à but non lucratif, ça veut tout et rien dire. Tout dépend aussi de votre type d'activité et cetera et cetera. Mais ça a le mérite de quand même donner un ordre d'idée et ça vous permet de vous rendre compte que, bah, oui, peut-être que si votre taux d'ouverture est de 6, peut-être qu'il y a un souci avec la manière dont vous avez sélectionné les adresses à contacter ou peut-être que si vous avez un taux de clic à 10 et bah, vous pouvez être fier de vous et vous dire qu'il faut continuer dans cette dynamique-là, sur les sujets que vous abordez, sur la fréquence, que ça intéresse les personnes que vous sollicitez. Donc voilà, ça vous donne, un ordre d'idée. Et comme c'est important de suivre ces indicateurs, alors idéalement le mois, je vous ai juste mis à titre indicatif un exemple de tableau de bord, qu'on fait chez nous, chez Solidatech, à savoir qu'en fait on a un tableau, hem, un tableau, de bord, mensuel sur différents sujets, dont un onglet sur les actions de communication et de marketing et parmi, au milieu de notre site web, des réseaux sociaux, on a cette partie sur les mailings, qu'on va suivre selon nos différentes newsletters, en prêtant attention, du coup, au nombre de désinscriptions, au taux d'ouverture et au taux de clic et ça nous permet de surveiller tout ça. C'est vraiment un exemple. Après, sentez-vous, libre de faire ça, sur, la manière dont vous le souhaitez. Dernier, vrai slide, pour ma part, on va dire, qui est, bah, concrètement, c'est super, bon, vous avez été, si j'ai un peu de chance, disciplinés, vous avez bien écouté le webinaire et puis bon, bah, maintenant vous vous dites: ouais, mais finalement, en fait, comment je m'y prends pour lancer, bah, vraiment ma 1re newsletter pour mon association?» Et ben, on va reprendre ensemble les grandes lignes. Donc, en premier, avant toute chose, vous réfléchissez, la question. Est-ce que vous avez vraiment besoin de lancer une newsletter pour votre association? Si vous mettez à le faire, ça va être pour dire quoi? À qui? Et si vous avez bel et bien des choses à dire à des personnes que vous êtes en mesure, de contacter, eh bien go, allez-y. Mais allez-y sous réserve du coup d'être en mesure de désigner quelqu'un qui soit responsable de cette mission. Fois de plus, responsable, ça veut pas dire pour autant que c'est cette même personne. C'est pas voilà, si on dit que c'est, Antoine qui, est responsable des newsletters. Faut pas en déduire que c'est Antoine qui, toute l'année, va du début à la fin se charger des newsletters. Non, Antoine, il peut déléguer, à il peut une partie de la rédaction, la création du petit visuel, il peut et cetera. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui, se charge du planning éditorial, de la relecture, de la qualité, de la cohérence et cetera, sans forcément être, obligé de tout faire. Et puis mettez ensuite bien au propre votre base de données.
Rendez-vous compte ainsi un peu comme ça du nombre de la taille de votre audience, du nombre de personnes que vous avez dans vos contacts, et en fonction notamment de cette information-là, mais pas que, de votre budget aussi, du nombre d'envois que vous souhaitez faire et cetera. Choisissez votre outil de mailing. Pourquoi pas parmi ceux que je vous proposais, mais bien évidemment, comme vous l'imaginez, il y en a plein d'autres. Hésitez pas, si ceci vous convenait pas, à aller, par vous-même faire de la veille à ce sujet. Une fois que vous avez choisi votre outil de mailing, vous créez votre trame aux couleurs, de votre association d'une part. Vous créez votre, planning éditorial en ayant choisi du coup l'outil qui vous convenait. Et puis, après c'est parti mon kiki, hein. Il faut, là pour le coup, il faut se lancer, pour, rédiger, relire, j'insiste, c'est important et envoyer vos mailings. Sachant que franchement, pour commencer, soyez pas trop ambitieux et pas trop ambitieux ni sur le ciblage, ni sur la fréquence d'envoi, voilà. C'est bien de démarrer en se disant: «J'envoie une newsletter à toute ma base de contacts, 1 fois par mois ou 1 fois tous les trimestres», plutôt que d'emblée se dire: «Moi, je vais en envoyer toutes les semaines», puis alors parfois, ciblé bénévoles, parfois ciblé adhérents, non, faites simple et puis après, rodez-vous en cours de route et après, libre à vous de faire, d'optimiser vos pratiques et ayez bien le réflexe en tous les cas, justement pour optimiser vos pratiques, de suivre les principaux indicateurs clés, qu'on a vus ensemble et d'adapter vos pratiques en conséquence. Juste avant de passer aux questions-réponses, enfin questions pour sûr et puis avec un peu de chance réponses, je vous signale que, on a, une formation, à disposition pour creuser le sujet, dans notre catalogue Solidatech, donc qui est une demi-journée de formation sur mesure, vraiment pour votre asso, pour, vous sensibiliser, aux opportunités, de la communication digitale, aux outils, aux bonnes pratiques. Enfin voilà, là c'était vraiment, une sorte, d'aperçu, on va dire, mais n'hésitez pas, si le sujet vous intéresse à vous renseigner, en allant voir. Voilà pour moi. Merci beaucoup Lorraine, on a beaucoup de questions donc je me permets d'y aller un petit peu. Pas On de va souci. commencer par des questions de vocabulaire, sur le planning éditorial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus ce qu'est un planning éditorial? Et notamment, est-ce que c'est possible de mélanger, le planning, éditorial des newsletters et celui des réseaux sociaux? Enfin voilà, nous remettre un petit peu ça au carré. Ouais, alors le planning éditorial, du coup, c'est, le programme que vous allez faire, en termes de fréquence d'envoi et de sujets abordés dans vos envois. Donc, la version, la plus light, la plus légère qu'on puisse imaginer, c'est, de dire que, le, 12 juin, je vais envoyer une newsletter, sur le sujet, de mon assemblée générale et les inviter à participer et je ciblerai du coup uniquement, mes adhérents. Hem et vous n'avez pas besoin forcément, ça dépend de votre manière de fonctionner, mais pas forcément besoin de prévoir tout le texte précis et cetera dans cet outil-là. Mais c'est plus pour anticiper un peu quel sujet, ça vous permet de varier les sujets, de savoir à l'avance la charge de travail parce que voilà, vous voyez que: «Ah oui, c'est vrai le 1er mai on envoie un mailing, du coup, il faut que je demande la semaine d'avant à machin de le faire» et cetera. Donc c'est vraiment, qu'est-ce que vous allez dire dans vos mailings, quand, à qui? Et vous pouvez tout à fait, c'est une bonne idée, grouper, utiliser le même outil pour, votre planning des réseaux sociaux. Après, même outil, mais typiquement du coup pas forcément, par exemple si on parle de Google Sheets, pas le même onglet ou si on parle de Trello, pas le même environnement et un autre environnement, parce que c'est encore, enfin ça vous ferait trop d'informations en fait au même endroit. Sauf si éventuellement vous êtes vraiment, très léger sur la question et que vous communiquez peut-être 1 fois tous les 3 mois. Mais sinon, je vous dirais bien d'utiliser le même outil pour pas les démultiplier, mais en parallèle, pas sur le même calendrier vraiment. Tu nous as également parlé de contact et d'audience. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence, qu'est-ce qu'un contact et qu'est-ce qu'une audience? Oui, en gros, une audience, c'est un groupe de contacts. C'est-à-dire qu'un contact, c'est Claire, c'est moi, c'est Michel. C'est vraiment la personne finale qui va recevoir votre, email et ces contacts-là, vous les regroupez, dans une ou des audiences. Idéalement, les bonnes pratiques, c'est une seule. Pour faire simple, je pense que normalement, vous ne devriez avoir besoin que d'un seul grand groupe, de contacts, donc une seule audience.
Mais sinon, selon les pratiques, il y en a certains qui peuvent avoir une audience pour leurs, bénévoles et une audience pour leurs, adhérents, par exemple. Mais mieux vaut, mettre les 2 en l'occurrence dans une même audience et les différencier autrement, notamment par un système de tags ou d'étiquettes, par exemple, selon les outils. Super, merci beaucoup. On a également pas mal de questions auxquelles tu as commencé à répondre à la fin de la présentation, mais sur les tableurs versus les bases de données. Pourquoi partir sur un outil de base de données un petit peu avancé comme un CRM plutôt qu'utiliser un simple tableau Excel en local sur son PC? Alors, une fois de plus, déjà, c'était si possible, hein, ça reste, on est bien d'accord, qui peut le plus, peut le moins, c'est déjà pas si mal dans certains cas d'utiliser un tableur. Mais pourquoi est-ce qu'on déconseille ça? C'est qu'en fait, c'est assez, risqué à plus d'un titre. Déjà, sur un f par exemple, pour ne pas le nommer, si vous avez un fichier Excel, sur votre réseau à disposition, bon voilà, potentiellement, c'est des infos qui sont accessibles à tout le monde ou du moins à tous ceux de votre association et cetera. Alors que c'est des données sensibles, personnelles et que ça ne devrait pas être le cas. Les accès devraient être limités et justifiés à chaque fois. Donc d'un point de vue sécurité, c'est pas terrible. Imaginez que, il y ait Lucie, qui travaille, qui mettent à jour la base de données, mais ah bah zut, Raphaël voulait le faire en même temps, ah bah du coup non, ça lui ça a pas enregistré, mais lui il le sait pas donc et cetera. Vous vous retrouvez avec différentes versions ou bien à l'inverse, oh là là zut, il y a Yann qui a supprimé le fichier alors qu'il fallait pas, enfin, en gros, c'est des questions de sécurité, de prendre quelque chose de collaboratif, simple et qui soit, et puis c'est une question de fonctionnalité, en fait. C'est-à-dire que ça va être, un tableur, ça reste très, très basique et avec certains outils comme par exemple Airtable, heu, alors que ça ne sera pas plus compliqué pour vous, vous allez pouvoir avoir une base de données plus intelligemment gérée qui fait des liens, entre différentes parties et cetera. Donc c'est pour ça que c'est sûr que c'est une meilleure pratique. Après, on fait au mieux avec ce qu'on a aussi. Super, merci. Magali nous demande quelle est la plus-value d'une newsletter par rapport à une rubrique actualité d'un site internet ou des posts sur les réseaux sociaux? Alors, bah, là, c'est pas évident de répondre dans l'absolu parce que ça va dépendre aussi pas mal quand même de votre cible finale, du mode de fonctionnement que vous avez avec elle jusque-là et cetera. Mais, typiquement, c'est pas incompatible du tout, c'est même presque l'inverse. C'est pour donner plus de visibilité à vos actions. Nous, typiquement, on va par exemple, parfois publier une actualité sur notre site internet et cette actualité sur le site internet, on va la relayer sur les réseaux sociaux d'une part et par le biais d'une newsletter d'autre part. Et en fait, si on se contentait de la partie actualité, oui, certains de nos bénéficiaires, sur leur accueil, verraient passer l'information, mais beaucoup moins que si vous mettez en fait, sous le nez, de la personne, l'information. Donc, c'est une manière de donner, voilà, de donner plus, de rendre plus accessibles, les informations que vous souhaitez pousser. Mais une fois de plus, ça demande un certain investissement, notamment de temps. Donc, tout dépend, votre enjeu, d'où l'importance de se poser la question en amont. Parce que si c'est finalement juste, si c'est du vrai pour info, sans action derrière, c'est peut-être pas la peine en effet d'envoyer une newsletter. Super, merci. On a pas mal de questions sur, les indicateurs à suivre. Mmh. Déjà, première question sur les offres d'essai qui sont présentées. Est-ce qu'on a toujours une possibilité de suivre le taux d'ouverture, le pourcentage d'ouverture, qui était un des indicateurs que tu nous conseillais de suivre? Oui. Super. Et du coup, comment est-ce qu'on peut les trouver et pourquoi est-ce qu'il faut faire un tableau à côté de l'outil pour pouvoir les suivre? Est-ce que l'outil ne propose pas déjà en intégré, un suivi? Alors, bah, alors où est-ce qu'on les trouve? Là, typiquement, ça dépend, de l'outil en question. C'est systématiquement, dans une catégorie qui en général s'appelle soit analyse, soit, données, enfin, c'est sur le même principe. Si jamais vous utilisez des réseaux sociaux, bah, c'est compliqué de vous dire dans l'absolu où trouver les stats, ça va dépendre si vous me parlez de Twitter ou de, Facebook. Bah, là, c'est pareil, ça va vraiment dépendre de l'outil, donc malheureusement, je pourrais
pas être plus précis sur le sujet et sur l'intérêt de faire un tableau par ailleurs, c'est qu'en fait, non, en général, après j'utilise enfin, moi, par définition, j'ai pas non plus utilisé, 20, outils différents, donc peut-être qu'il y en a certains qui proposent ça, mais enfin, a priori, c'est rare, puis quand c'est pas le cas pour, les leaders, j'y crois pas trop. Mais en gros, vous allez avoir dans l'outil même les informations sur, tail mailing où les informations, parfois, ils vous font en effet des récapitulatifs, mais par exemple sur, les 28 derniers jours. Une fois de plus, là d'ailleurs, on retrouve beaucoup de points communs avec les réseaux sociaux sur le suivi des indicateurs. Et en fait, l'intérêt de reporter quelques chiffres, mais pas trop non plus, puisque ça aussi c'est du travail, c'est, de, centraliser les informations et de regarder l'évolution dans le temps. Parce qu'en fait, je suis d'accord, le mailing, que vous avez envoyé il y a 3 semaines, bah, ça suffit d'aller chercher l'info, sur place. Mais quand au bout de 6 mois ou 1 an d'envoi de newsletter, vous allez vous dire: «Bon, on essaye d'améliorer les choses, on regarde ça de plus près, comment ça marche et cetera. Qu'est-ce qu'on quand à quelle période ça a le mieux fonctionné?» Et bah, là, vous aurez pas dans l'outil même d'endroit où ça synthétise tout ça, de l'intérêt de le faire soi-même. Super, merci. On a également pas mal de questions sur le rythme des diffusions idéales. Est-ce que le fait d'en envoyer que 3 dans l'année, ça a quand même du sens? Est-ce que quand on décide de se mettre à faire des newsletters, il faut tout de suite être sur un rythme, qui sera le rythme final? Est-ce qu'il y a un bon rythme ou un mauvais rythme? Est-ce que tu as des conseils par rapport à ça? Oui, bah, un petit peu ce que du coup je commençais à dire vers la fin là, où le plus important c'était pour commencer de pas être trop ambitieux. Donc typiquement, non, je dirais pas qu'il faut se si à terme on a des rêves de grandeur et qu'on se dit que ça serait quand même super bien, puis on aurait plein de choses à dire, ça ferait sens d'envoyer une newsletter toutes les 2 semaines, c pas de pas de pression, enfin je veux dire, c'est pas la peine de d'emblée se forcer à faire, nécessairement ça. Mieux vaut commencer, pas trop ambitieux et faire moins mais bien et puis après prendre le rythme et progressivement en faire un petit peu plus. Ce qui est important quand même, c'est de laisser entrevoir on va dire la fréquence maximum, de l'audience à laquelle les contacts s'inscrivent, si jamais ils s'inscrivent eux-mêmes. Si jamais par exemple c'est pas vos adhérents ou je ne sais quoi, parce que c'est bien, aussi d'un point de vue RGPD de laisser entrevoir, si on parle d'un abonnement à une newsletter mensuelle ou, hebdomadaire et c'est vrai que ça pourrait être un petit peu, et puis ça va pas vous rendre service. Il y a des gens qui vont se désinscrire du coup, d'autant plus s'ils se sont inscrits en pensant recevoir, parce que vous annonciez un mail, mensuel et que finalement ils en reçoivent 3 par semaine, vous allez probablement, les envahir. Donc du coup, dans le doute, bah, mettez enfin, visez, d'emblée un peu large. Vous pouvez annoncer une newsletter hebdomadaire, quand bien même au début vous allez en faire qu'une toutes les 2-3 semaines, c'est pas grave. Je sais plus s'il y avait d'autres questions, enfin, j'ai sûrement pas OK. répondu Non, à tu as tout, tout mais à fait bien répondu. On a Griselda qui nous demande de repréciser les 3 principaux, indicateurs à suivre. Est-ce que tu peux nous les refaire? ouais, je vous repartage Griselda l'écran en question et donc vous verrez que c'est le taux d'ouverture, de clics et de désabonnement. Super. Si on repasse un petit peu plus sur les outils, Mamadou demandait quels outils, pouvaient proposer des templates directement, dans l'outil. Et est-ce que tu peux nous rappeler sur HubSpot, quel est le module dont tu parlais particulièrement? Parce qu'il y a plusieurs modules sur HubSpot. Alors, heu, redis-moi la première question, Pardon, c'était assez variable. Mamadou demandait s'il y avait des templates, Oui, les pardon. templates, bien sûr. Bonne question Mamadou. Les templates, oui, dans certains cas enfin, typiquement sur la version, sur les offres spéciales pour les assos, je suis sûre que c'est le cas sur Mailchimp et GetResponse. Cleverreach, j'ai moins utilisé, donc mais c'est quelque chose de très classique, donc ça m'étonnerait pas du tout. C'est plus sur les versions, gratuites pour tous, où c'est pas forcément le cas ou alors où il y a moins de choix. Heu, donc là, c'est à voir au cas par cas, mais vous avez honnêtement, facilement l'information, au cas par cas, en vous renseignant sur l'outil et ça peut être une bonne chose de parcourir les templates et ça peut faire gagner du temps. Il faut pas hésiter en effet, c'est une bonne idée à en profiter. Après, mieux vaut quand même dans l'absolu que vous fassiez quelque chose au moins aux couleurs de votre association. Donc voilà, les templates qui sont disponibles ne sont pas toujours,
assez malléable pour pouvoir, tout changer. Mais sinon, pareil, hein, qui peut le plus, peut le moins. N'hésitez pas à faire quelque chose de très sobre, simple, mais avec, votre logo, les titres avec vos couleurs et ça sera déjà, bien une fois de plus pour commencer, quitte à après, retravailler votre trame, dans 6 mois ou 1 an. Et l'autre question, c'était sur HubSpot CRM, de Donc tu viens de répondre, c'est le module CRM de HubSpot. oui, oui, oui et du coup, Voilà, c'est bien ça qui est marqué, ouais, c'est HubSpot CRM et le lien d'ailleurs doit vous renvoyer déjà vers le de mémoire vers le bon onglet en question, quoi. super. On a pas mal de questions sur la notion de spam et de quelle adresse indiquer. Dans l'adresse d'envoi, l'adresse qui envoie, est-ce qu'il vaut mieux mettre un contact@solidatech.fr ou un lorraine@solidatech.fr? Est-ce que ça joue sur le fait de passer en spam ou pas? Quel est l'intérêt de passer par un outil d'emailing? J'ai l'impression qu'il y a un petit peu les 2 écoles sur le sujet, honnêtement. On va vraiment, souvent, chez les chargés de communication retrouver les 2 tendances, ceux qui vont avoir, le réflexe, d'envoyer ça Claire de Solidatech et ceux qui vont envoyer, l'équipe Solidatech. Les 2, enfin, à ma connaissance, mais là, franchement, je j'y mettrai pas ma main à couper, non plus, mais à ma connaissance, ça a pas d'incidence par rapport à cette question de spam. En fait, c'est vraiment tout le reste, des bonnes pratiques et de la provenance de vos listes. Enfin, c'est tout ce qu'on a vu ensemble qui va avoir, amplement le plus, d'incidence et en fait, votre adresse, quand bien même c'est une adresse générique, à partir du moment où elle est utilisée à bon escient et cetera, il y a pas de raison que ça bloque, plus. Surtout, une fois de plus, tous ces outils, c'est aussi l'avantage, de mailing, ils sont autant que possible, ils sont aussi déjà optimisés pour, éviter de passer, en spam. Exactement. Est-ce que tu as des bonnes pratiques à partager pour quelqu'un qui se mettrait à faire, une newsletter et qui du coup aurait une base de données, sur un tableur Excel? Donc déjà, comment est-ce qu'on peut mettre à jour sa base de données? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Et comment l'importer, dans son outil d'emailing? Est-ce que, d'un point de vue RGPD, tu nous as dit tout à l'heure qu'il fallait recueillir le consentement. Est-ce qu'on fait un premier envoi à tout le monde et puis on attend de voir qui répond? Ou est-ce qu'il faut, aborder les choses différemment? Alors si vous avez déjà une base de données de votre côté, mais qu'elle est pas, très à jour et qu'elle est, sur un tableur, dans son coin et que vous aimeriez idéalement, heu, qu'elle, basculer vers une autre solution, je je peux pas m'empêcher d'avoir envie de répéter typiquement l'histoire de l'uniformisation des données de tout à l'heure et ça peut être un faut à partir de vos prochains ajouts, vous pourrez, faire en sorte que ce soit, plus automatique et plus au propre du premier coup. Mais là, malheureusement, il y aura forcément un travail manuel, d'uniformisation, des données, de votre côté pour, une fois pour toutes, requalifier, voilà, les, heu, les champs. Sinon, pour basculer dans l'outil même, pour basculer votre base de données dans l'outil de mailing, ça se fait par un système, je pense que c'est enfin, moi, je connais que, typiquement vraiment 2 outils, mais normalement, c'est le cas de tous. Ça se fait en général par un système d'import, de votre base de données, et typiquement, l'ironie de la chose, c'est que oui, c'est par un import d'un tableur. Donc quand bien même vous seriez passé au final par Airtable ou HubSpot, il aura fallu que vous fassiez un export, en format CSV en général. Heu et hem et c'était quoi la deuxième partie de la question? Du coup, une fois que Heu, tu as mis à jour ta base de données et que tu as eu ah cette oui, bonne pour le pratique de consentement. la cleaner, Mmh. comment est-ce que ouais. Hem, oui, alors là, c'est vrai que c'est pas forcément évident. On va dire que la bonne pratique, ça serait en fait, vous avez normalement la possibilité d'avoir alors on appelle ça en général double opt-in, mais je sais pas comment je suis désolée, je sais pas trop comment dire en français. En gros, une action, qui fait que, vous ajoutez, vos contacts dans la base de données et en fait, avant de pouvoir envoyer, des communications à ces contacts-là, ils ont reçu un premier mail qui leur demande s'ils acceptent bel et bien de reconfirmer qu'ils s'inscrivent à la newsletter et donc du coup, vous ne pourrez contacter que ceux qui ont, pris la peine de dire: «Oui, oui, OK, moi je suis d'accord». Je me dis que
peut-être déjà un moindre mal, quand, c'est des contacts qui ont plusieurs années, qu'on n'avait pas pris en compte le consentement et cetera. Et puis dans tous les cas, en respectant tous les autres critères qu'on s'est dit précédemment, notamment la possibilité, claire, facile, accessible de se désinscrire à tout moment, vous avez de bonnes chances, que ça fonctionne. Super. Je vois que le temps tourne. On peut tout à fait rester encore, quelques instants s'il y a d'autres questions, ce dont j'ai l'impression. Mais je me doute que certains d'entre vous doivent partir, et c'est bien normal. Donc je vous remercie déjà pour, le temps que vous avez passé avec nous aujourd'hui. Je vous rappelle que replay et support de présentation seront à disposition, d'ici 2 jours à peu près. Voilà, merci beaucoup pour votre temps et puis on continue encore, 5-10 minutes grand max, avec ce qui reste. Merci Lorraine pour ce rappel. Simplement, je voudrais rappeler à tout le monde qui beaucoup de personnes ont des questions sur les outils et sur, l'intérêt d'utiliser tel outil plutôt que tel outil ou l'intérêt d'utiliser un outil de gestion de base de données en plus de l'outil de mailing qui gère une base de données. En fait, la réponse, elle est à la fois simple et complexe. C'est que chaque outil a ses propres fonctionnalités et ses propres limites et malheureusement, on ne va pas pouvoir vous faire des réponses sur chacun des outils, est-ce que c'est possible de faire ça ou de faire ça? Mais on vous encourage grandement à aller voir sur le site de chacun des outils et de détailler la page fonctionnalité pour comparer les outils entre eux. Vous retrouverez tous les liens dans le support que va vous envoyer Lorraine, mais du coup, ça vous permettra de faire une comparaison beaucoup plus simple sur comment qualifier, est-ce que l'import de la base est automatique ou pas, etc. Tous ces détails de fonctionnalité, vous pourrez les retrouver. Je repasse à une question d'Eva dans les dernières questions qui nous sont posées, qui est assez intéressante. Donc, je vais vous lire directement son message. J'envisageais de faire Ouais, une les mise. autres, elles étaient moins intéressantes, mais Eva, elle a fait du bon boulot. Non, non, Eva, oui, une Heureusement que question vous qui êtes là, regroupait Eva, hein, pas parce mal de que questions. Donc, j'envisageais de faire une newsletter mensuelle regroupant les derniers articles de notre site, mais aussi les actus de l'association et pourquoi pas un appel aux dons de temps en temps. Conseillez-vous de faire un call to action par newsletter ou une newsletter avec les articles, une newsletter pour les actus, une newsletter pour les dons, chacune avec un call to action différent? Les trois call to action dans une seule newsletter. Est-ce que tu as des conseils sur les différentes possibilités qui s'offrent à Eva? et j'ai l'impression que c'est un petit peu comme, l'histoire d'envoyer, de la part de l'équipe Y ou, de machin, de l'association Y. Il y a un peu les 2 écoles honnêtement. Nous typiquement chez Solidatech, on n'hésite pas à, ça va bien vous avancer ça, à faire un petit mix des 2, c'est-à-dire à faire, des newsletters thématiques, c'est-à-dire avoir une newsletter sur le sujet, des solutions, et logiciels, une newsletter sur le sujet de tout ce qui est accompagnement, webinaire, formation et cetera, une newsletter sur l'équipement informatique. Mais dans chacune de ces newsletters, on peut renvoyer, sans problème, vers, 3-4 call to action, avec, bah, voilà, dans la thématique solution, on vous présente la solution A, la solution B et puis vous pouvez aussi découvrir la solution C. Hem, donc voilà, ça fait un mix des 2. Cela étant dit, en vrai, ça va dépendre, mais je pense que si vous avez l'air d'avoir pas mal de matière, typiquement, vous pour envoyer des newsletters et ça a l'air de la pratique a l'air de bien s'y prêter. Je pense que ça va surtout dépendre. Est-ce que tous les sujets que vous avez évoqués là s'adressent aux mêmes personnes? Est-ce que dans tous les cas, vous comptez contacter, la même liste de contacts, pour, l'appel aux dons, pour le relais d'actu et puis pour, l'histoire du changement de planning, je ne sais quoi? Si tout ça concerne vraiment des gens différents et que vous avez un petit peu les moyens, en termes de temps de vous y consacrer, ça peut valoir la peine de faire des newsletters distinctes. Comme ça, chacun ne sera à la fois pas trop sollicité et en même temps sollicité de la manière la plus pertinente possible d'emblée. Donc ça, c'est l'idéal. Après, si dans tous les cas, ça s'adresse aux mêmes personnes, c'est peut-être pas la peine, ça risque de faire beaucoup en fait, pour ces personnes-là, de recevoir, différents, mailings à chaque fois sur un seul et unique sujet. Donc à voir si vous arrivez à retrouver, une thématique commune ou est-ce que simplement peut-être, communiquer en début de mois, les infos pour tout le mois à venir, s'y prête bien. Si c'est pour les mêmes personnes, j'aurais tendance à regrouper un minimum les sujets, pour moins solliciter. Super, merci beaucoup Lorraine. On a également pas mal de questions sur le RGPD, le recueil du consentement, les fonctionnalités des différents outils.
On va vous mettre le lien, Lorraine l'a déjà fait sur le support, on vous le remettra en évidence, le lien du webinaire dédié au RGPD sur les Mmh. newsletters et de la configuration de vos newsletters, pour être compatible RGPD. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions aussi sur la compatibilité des outils que vous a présenté Lorraine sur le RGPD. Ça, y a pas Je de vous problème. rassure, Mmh. Mailing est compatible, Mailchimp pardon, est compatible RGPD. Pareil, on pourra vous remettre Mmh. le lien, pour vous rassurer là-dessus. Les bonnes pratiques, sont toutes disponibles dans le webinaire qui est dédié. Donc on vous renvoie tout ça. On a pas mal de questions sur les taux d'ouverture, comment les suivre. Encore une fois, Lorraine pourra vous le rappeler, enfin vous le retrouverez dans le support, mais les 3 taux qui sont à suivre, Lorraine qui nous rappelle, c'est ouverture, clic Des abonnements. et abonnement. Des Des abonnements. abonnements. Ouais. Vous retrouverez tout ça du coup sur les documents qu'on vous envoie et je vous propose de vous souhaiter une très bonne journée, ensoleillée et chaude pour la plupart d'entre vous. Super, bah, merci beaucoup Claire, pour ton aide aujourd'hui. Bonne journée, à tous. Merci beaucoup pour votre présence et sur un tout autre sujet qui n'a presque rien à voir, je vous signale à tout hasard que notre prochain webinaire, sera le 10 juin à la même heure, sur, le sujet d'Amazon Web Services et comment en gros le cloud peut vous aider à développer votre impact. Mais là, c'est plutôt, pour, les associations avec pas mal de salariés et de moyens derrière. Mais à tout jamais, à tout hasard, je vous communique l'info. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir.